Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des cardiomyopathies dilatées en échographie. Christine, comment fait-on le diagnostic de cardiomyopathie dilatée? Bon, alors ça c'est très simple, hein, dans les formes typiques, le VG est dilaté par définition, on est dans les cardiomyopathies dilatées, on traitera un autre jour les cardiomyopathies restrictives, donc on est sur un VG qui est très dilaté et qui est globalement très hypokinétique, avec des fractions d'éjection qui sont inférieures à 40%. Donc, diagnostic simple. Toujours si simple? Ah bah là je sens que tu veux un peu me pousser dans mes retranchements, et en particulier chez le sportif, on sait que le remodelage du sportif d'endurance, c'est la dilatation ventriculaire, et le sujet sportif, au repos, il a souvent une fraction d'éjection basse. Donc on peut se poser des questions parfois sur l'existence ou pas d'une cardiomyopathie dilatée pathologique et non pas d'un remodelage lié à l'entraînement. Donc dans ce cas-là, il faut lui faire une échographie d'effort, et à ce moment-là, on va normaliser très rapidement la fraction d'éjection. Mais finalement, dans le chapitre, tu t'es beaucoup intéressé à l'asynchronisme, à la manière dont on le dépistait. À quoi ça sert, puisque maintenant, de toute façon, les indications de CRT, c'est fraction d'éjection inférieure à 35%, QRS large supérieur à 120 millisecondes. Et oui, bien sûr, mais ça c'est parce qu'il y a eu cette fameuse étude Prospect qui a un petit peu mis à mal les paramètres échographiques, et à juste titre, parce qu'on a utilisé des outils qui n'étaient pas reproductibles. Mais je ne désespère pas qu'un jour on utilise l'écho pour préciser l'asynchronisme. Ceci étant, il y a des choses très simples à regarder en cas de bloc gauche, c'est-à-dire de regarder comment un VG se contracte. Si tu veux bien, on va regarder ensemble cette image en cas de cavité. Vous voyez que la cavité est globalement dilatée, vous voyez que le cœur est globalement hypokinétique, mais si vous regardez bien la séquence de la cinétique, vous allez voir, là comme tu le vois très très bien ici, que vous avez une contraction très retardée de la paroi latérale, avec un aspect de rocking de la pointe, cette espèce de twist du ventricule, un petit peu, moi j'appelle ça un mouvement en hula hoop. Là ça témoigne d'un asynchronisme visuel évident, pas besoin d'examen de paramètres très compliqués. Donc je pense que c'est intéressant de regarder, juste de regarder un ventricule et de mettre en évidence, en cas de bloc gauche, un asynchronisme visuel, comme on le voit sur cet enregistrement en cas de cavité. On parle de septal flash. Ouais. C'est quoi? À quoi ça sert? Alors, je vais vous montrer, parce que c'est quelque chose de très visuel. Un septal flash, comme vous pouvez le constater ici, vous voyez qu'il y a une cinétique très particulière du septum, avec une contraction très précoce vers la cavité ventriculaire pendant la phase de contraction isovolumétrique et un recul immédiat. Or, sur cet aspect, qu'on peut retrouver d'ailleurs en écho-TM, comme on va le voir ici, vous voyez, cette encoche très caractéristique du septal flash, ça a été évalué, et en particulier sa valeur pronostique en termes de résultats de la resynchronisation. Et il semble que d'avoir un septal flash est un facteur de bon pronostic de récupération après CRT. J'ai vu que tu avais bien insisté sur la manière de dépister l'asynchronisme. Tu peux nous expliquer simplement comment on apprécie ces asynchronismes différents? Oui, alors il y a trois types d'asynchronisme. Il y a l'asynchronisme interventriculaire, ça c'est très facile à voir, ou plutôt à calculer. C'est un retard de contraction du ventricule par rapport du ventricule gauche par rapport au ventricule droit. Et là, un moyen très simple, c'est de mesurer le temps de pré-éjection, début du QRS, ouverture d'un côté des sigmoïdes pulmonaires, de l'autre de la valve aortique, et de voir la différence entre ces deux temps de pré-éjection. Et là, on a un asynchronisme interventriculaire. Ensuite, il y a l'asynchronisme auriculo-ventriculaire qui va beaucoup vous aider quand vous avez un pacemaker, par exemple, pour régler le délai auriculo-ventriculaire et pour laisser la place à l'oreillette pour se contracter et donc augmenter le temps de remplissage diastolique, qui est quand même un élément majeur dans l'amélioration clinique du patient. Et enfin, ce troisième paramètre qui est l'asynchronisme intraventriculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des parois qui ne se contractent pas en même temps au sein même du ventricule gauche, et c'est ce à quoi Prospect s'était attaqué. Et on a vu les déceptions de cette étude. Par contre, comme on a vu en début là, de cette présentation, quand vous avez un asynchronisme visuel, vous pouvez être certain que vous avez un asynchronisme intraventriculaire.
Et je vous encourage à aller voir les différentes images où Christine a expliqué très simplement les différents types d'asynchronisme avec des flèches. C'est assez clair, même moi j'ai compris. Pour finir, je pense que si on parle asynchronisme, on parle aussi resynchronisation. Je crois que tu voulais nous montrer un beau cas Oui. d'insuffisance mitrale. Je te laisse parler. Oui, alors bien sûr, le suivi du patient quand il a été resynchronisé, c'est effectivement d'évaluer le remodelage reverse, c'est-à-dire la régression de la taille de la cavité et l'amélioration de la fonction ventriculaire gauche avec une amélioration de la fraction d'éjection. Mais c'est également voir ce que deviennent les fuites mitrales. Et avant de se précipiter par des méthodes invasives, chirurgicales ou interventionnelles pour corriger une insuffisance mitrale massive secondaire dans le cadre d'une cardiomyopathie dilatée, eh bien il faut vraiment, et ça fait partie actuellement des recommandations, de faire l'ensemble du traitement, y compris la resynchronisation. Et je vais vous montrer un exemple où on a une cardiomyopathie très dilatée. Je vous promets que c'est le même malade. Cardiomyopathie très dilatée avec une volumineuse fuite mitrale que vous voyez ici. Hein, tu vois, cette dilatation, cette hypokinésie, la grosse fuite mitrale. Et puis on resynchronise le malade. Et quelques années après, hein, il a fallu suivre le malade pendant quelques années, vous allez voir que vous avez un remodelage reverse, la cavité est devenue de taille normale, la cinétique est quasiment normale, une fraction d'éjection qui est normale, avec la disparition totale de la fuite mitrale. Donc ça c'est bien une preuve que l'asynchronisme doit être corrigé dans le cadre des cardiomyopathies quand c'est une indication, bien sûr. Avant de mettre un mitraclip. Avant de mettre le mitraclip, effectivement, il faut tenter au moins la resynchronisation et on a parfois de très très bonnes surprises en voyant disparaître, ou en tout cas diminuer l'importance de la fuite mitrale. Je te remercie, Christine.